que je vais vite passer la parole cette fois à Adama Sira Leblay. Comme je vous le disais, donc Adama est avec nous au bureau de la clé, mais elle est surtout là, c'est pas pour ça qu'on l'a invitée ici, c'est parce qu'elle est juriste spécialisée en contentieux, en pratique des droits fondamentaux, et depuis plus d'une dizaine d'années, vous travaillez sur les violences faites aux femmes et sur le droit des femmes étrangères. Donc, vous avez eu un parcours euh, par rapport aux femmes victimes de violences. Vous avez fait beaucoup de travail de terrain, et vous êtes aussi aujourd'hui donc à l'association Olympe. Vous êtes chargé du partenariat, et donc, j'aimerais savoir, vous vous occupez donc de la prévention des violences sexistes et sexuelles, de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes. Et je voulais vous demander en quoi consiste votre travail juridique auprès de femmes migrantes. Pourquoi est-ce que c'est très important que ce soit mené par une juriste féministe plutôt que par une juriste pas féministe, quoi. Enfin, voilà, lambda, j'ai envie de dire. Et je sais que vous avez pu convaincre une personne, donc Aïssa Taba, de venir témoigner donc, du travail que vous avez fait et du travail que vous avez fait ensemble. Et donc, bien, nous aimerions vous écouter sur votre travail et sur les cas concrets d'accompagnement. Merci. Merci à vous, merci pour ce thème qui me tient particulièrement à cœur et merci pour les brillantes interventions vraiment précédentes. Donc oui, moi j'accompagne les femmes victimes de violences et spécialisée justement sur les femmes étrangères. Pourquoi ce travail en tant que féministe? D'une part, on comprend le fait d'être femme, le fait aussi d'être... moi-même, je suis immigrée, hein, d'origine immigrée. Et pas que, mais le côté féministe permet de comprendre les problématiques. J'ai toujours dit, et surtout en travaillant et être confrontée aux difficultés auxquelles sont confrontées les femmes migrantes, on voit bien que les lois sont prises par des hommes et qui ne connaissent pas la réalité de terrain. Et donc, c'est des droits assez très peu connus, très ignorés, et aussi, les femmes migrantes vivent, on parle de double violence, moi je dirais même de triple violence, le fait qu'elles soient femmes, étrangères et victimes de violence. Donc tout ça fait que l'association Olympe a pour mission justement d'aller vers. Nous allons faire le choix de nous impliquer auprès de ces populations-là en implantant des permanences juridiques qui sont gratuites, confidentielles, dans les quartiers politiques de la ville. Parce que, par expérience, bien qu'il y a une multitude de lieux d'intervention, il est parfois difficile, voire impossible, pour une femme, ne serait-ce que de descendre de son immeuble pour prendre un métro et aller s'informer. Donc, le fait d'aller vers ces personnes est un atout incroyable et on voit aussi au niveau de la diversité des problématiques et le type de population auprès desquelles on arrive à intervenir. Récemment, il y a une collectivité qui nous a dit, mais voilà, ça change considérablement et pourtant, ça fait longtemps. Il y a certaines populations aussi qui n'allaient pas, qui n'osaient pas parce qu'on ne les écoutait pas. Et du coup, les violences faites aux femmes, et particulièrement les femmes issues de l'immigration, elles sont déjà confrontées à l'ignorance de leurs droits, donc une problématique d'accès aux droits. Parce que pour avoir des droits, comment je veux dire, pour utiliser ou avoir accès à ces droits, faut-il les connaître déjà? Donc, notre première démarche, c'est l'information. Donc, le fait de pouvoir et offrir à ces femmes et à ce type de population de l'accès aux droits gratuits, à leurs droits, et après, nous les accompagnons dans leurs démarches juridiques qui sont souvent complexes. Ça peut être juridique, sociale, policière, familiale, et tout, c'est assez complexe. Donc là, l'accès aux droits, ces femmes aussi se retrouvent aussi sur
isolement social et professionnel. Et souvent, avec une dépendance administrative, ça a été largement développé par l'ALIA. Et du coup, qui les rendent encore plus vulnérables, plus dépendantes, d'où les violences sont multipliées, décuplées par rapport à leurs consoeurs nationales. Il y a aussi il y a un frein aussi pour ces femmes. Le plus souvent, quand elles arrivent ici, elles ne connaissent pas et le plus souvent, on se rapproche de la communauté qui ne connaît pas aussi, qui a souvent vécu aussi de la victime pardon, des violences et malheureusement, on peut aussi les maintenir dans ce type d'ignorance et de violence. Moi, vu le temps qui nous est imparti, je vais vous expliquer rapidement au fait ce qu'on fait. Ce que je vous ai dit, c'est de l'accompagnement, de l'information jusqu'à la sortie des violences. Ça peut aller juste sur l'accès aux droits. Quels sont les droits qu'on peut avoir et utiliser et surtout encourager ces femmes à accéder à leurs droits et à les utiliser pour une autonomisation, pour leur autonomisation. Et c'est souvent très difficile, mais le plus souvent, c'est un vecteur révélateur. Elles arrivent quand même à amorcer, à déclencher des procédures, souvent longues, mais elles arrivent à s'en sortir. D'autre part, les femmes étrangères aussi subissent de la discrimination administrative liée à leur statut. On a parlé de la dépendance administrative ici, le fait d'être conjoint de Français ou bien entrer en France au titre de regroupement familial qui conditionne leur titre de séjour, son renouvellement à une cohabitation, souvent avec l'auteur, ce qui fait que ces femmes subissent des sévices extraordinaires au niveau violence, qu'elles soient sexuelles, administratives, elles sont corvéables à merci et ça reste des esclaves par rapport à ces personnes. Donc, il est temps vraiment que cette dépendance, et je suis tout à fait d'accord et milite pour ce que l'ALIA vient de dire, que cette dépendance cesse, qu'on octroie à ces femmes un statut autonome, ça leur permettrait de souffler et pouvoir se projeter au niveau de la société parce qu'elles ont un bagage, elles ont des capacités et pour pouvoir s'installer. On ne peut pas parler d'égalité aujourd'hui en ignorant une partie de la population. Ça, il faut, quand on parle de migration ou d'immigration, la moitié de la population mondiale aujourd'hui, elle est féminine sur ces questions-là. Du coup, il y a un mépris administratif, un mépris institutionnel. Souvent, ces femmes ne parlent pas bien le français, ne le maîtrisent pas, et du coup, elles n'ont pas la bienveillance ou l'attention nécessaire par rapport à leurs problématiques, qu'elles soient judiciaires, policières ou administratives. Et souvent aussi, on les maintient dans leur statut. Juste pour illustrer un cas, une fois, une femme était venue à ma permanence, je l'ai informée, elle vivait des violences et avec son conjoint, elle avait 5 enfants. Et quand elle est venue, je lui ai expliqué la possibilité de décohabitation, de divorce et tout ce qui s'ensuit. Quand elle est revenue, elle est partie, elle était assez convaincue, elle est revenue. Et je suis entrée en contact avec une personne qui la suivait au niveau de son secteur, qui me dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire à ces femmes qu'elles ont des droits. On préfère que cette femme reste dans l'unité familiale en étant femme et avec ses enfants que de pouvoir entreprendre des démarches juridiques pour son autonomie. Je vous dis, c'est quelque chose de complètement sidérant. Et du coup, on maintient aussi ces femmes, elles sont infantilisées, comme quoi elles n'ont pas la capacité et le droit de pouvoir s'exprimer et de prendre des décisions pour elles-mêmes ou pour leurs enfants. Je reviens aussi au niveau des problématiques juridiques, elles sont multiples. Donc, on a parlé des violences, des questions de migration au niveau du statut personnel. Oui, beaucoup de femmes découvrent lors de démarches juridiques, voilà, elles sont liées au statut personnel de leur pays d'origine. Pas plus tard qu'hier que je traitais une question par rapport au divorce avec une femme marocaine, justement. Donc, elle a pris une bonne claque parce qu'elle vient de faire une demande de divorce et voilà la question du coup. Et il y a aussi des questions au niveau des femmes migrantes avec sous couvert de conventions bilatérales et tout qui font qu'avec le statut personnel ou bien des répudiations assez rapides, du coup ces femmes ne sont même pas au courant ou il n'y a aucun principe de respect de contradictoire par rapport aux droits et aux libertés de ces femmes-là. Mais heureusement, il y a des moyens de recours qui existent,
Cependant, il est très difficile, il y a trop peu qui entreprennent des démarches à ce niveau-là et ces démarches sont parfois aussi complexes, doublées à une possibilité d'avoir un avocat et il n'y a pas souvent les moyens. Donc, nous, on est spécialisé sur cette question-là aussi. Je vous prends juste un exemple rapide. J'aurais pu faire intervenir vraiment pas mal de femmes. Malheureusement, et la Covid en est une preuve, les femmes étrangères aussi sont les premières victimes de la fracture numérique. Il y a pas mal aujourd'hui qui ne pouvaient pas avoir accès à Internet du fait qu'aujourd'hui, elles ne pourront pas apporter leur témoignage aussi intéressant que soit. Il y a récemment je vais brosser rapidement deux situations qui m'ont marquée par rapport aux femmes migrantes, au traitement administratif, judiciaire ou policière. Il y a une première femme qui est arrivée à nous fin 2019 en pleurs. Elle venait juste d'être condamnée parce que pour paternité de complaisance par le tribunal de Paris. Du coup, cette femme ne comprenait pas ce qui lui arrive ni rien. Il s'avère que c'est une femme migrante qui a fui un pays en guerre, qui a connu tout le parcours de violence lors de son parcours d'exil, qui est tombée enceinte en cours de migration. Et elle est arrivée en Grèce. Son compagnon n'a pas pu passer. Elle a pu rejoindre la France à 8 mois de grossesse et tout. Elle s'est retrouvée seule ici, mais heureusement prise en charge avec son enfant. Du coup, se retrouvant seule, démunie de tout, elle fait une demande, non, elle ne fait même pas de demande d'asile. Au fait, elle tombe dans les griffes d'un monsieur ici qui a vu sa situation assez précaire, qui lui propose très vite un mariage. Au final, la femme, vu qu'elle a vécu des violences dans son pays et dans le pays de parcours, dans son parcours migratoire, décide quand même de ne pas tout de suite se marier, bien que voilà, il y a une relation amoureuse qui s'installe entre eux. Au final, il s'avère que ce monsieur, au fait, a trouvé une proie facile qui lui propose tout de suite de se prostituer. Il lui a trouvé des personnes qui pouvaient, des clients tout de suite. La femme refuse, elle est victime de séquestration, de viol, de coups et blessures, d'injures racistes, mais vraiment très, très, très violentes. Et entre deux, la femme s'échappe, elle revient, elle ne sait pas comment faire, mais en même temps, elle a envie quelque part de s'insérer et de reprendre une vie normale. Comme la femme n'a pas accepté les avances et les propositions de monsieur, il lui dit, écoute, pour te démontrer que je tiens à toi et tout, maintenant, comme tu as un enfant, je propose de reconnaître l'enfant. L'enfant est reconnu par monsieur. Madame va pour entreprendre les démarches administratives pour lui faire une pièce d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, un signalement au procureur pour une paternité de complaisance. La femme convoquée et avec brutalité policière est arrivée au niveau de la police. Elle se rend compte aussi que monsieur avait, vu qu'elle s'est enfuie du domicile et que monsieur lui dit, monsieur avait porté plainte contre elle, qu'il lui a forcé à faire une déclaration de paternité. La question arrive devant le tribunal, les deux sont condamnés à une peine de prison, à une peine d'amende. Donc, cette femme était complètement démolie. Ce qui est assez incroyable, je vous dis, comment une reconnaissance de paternité est un acte personnel. Je ne vois pas comment on peut, ce monsieur a été devant les officiers d'état civil, il a fait une démarche personnelle, il n'était pas attaché pour reconnaître cet enfant-là. Mais malgré tout, on a reconnu les deux comme étant une paternité de complaisance. Cette femme étant condamnée, on a voulu, les personnes qui nous l'ont orientée, on voulait absolument qu'elle fasse appel parce que la procédure était très mal prise en charge et tout, même moi personnellement. Mais quand je lui ai posé la question complètement tétanisée, elle m'a dit non, je ne veux pas faire appel. Je lui ai dit pourquoi. Elle dit mais parce que je veux en finir avec cette histoire. Je dis ok, je respecte. Cependant, ce n'est pas ce qui lui a été dit précédemment, il fallait faire, on me l'avait orienté pour faire un recours et tout. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette femme, elle est complètement emprisonnée, bien qu'elle a été condamnée pour paternité de complaisance, mais ça ne veut pas dire autant qu'au niveau civil, les droits vis-à-vis de monsieur sont finis. Du coup, elle est liée avec ce monsieur et son enfant aussi. Donc, étant étrangère sans papier, elle ne pouvait pas bénéficier non plus de l'aide juridictionnelle.
Et nous avons fait une aide juridictionnelle motivée parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste au texte. C'est vrai, l'aide juridictionnelle de principe n'est accordée qu'aux personnes en situation régulière, mais il y a des cas où la demande elle est légitime ou digne d'intérêt, on peut le faire. On a fait cette demande-là et heureusement, ça a abouti très rapidement. Et aujourd'hui, pour faire tomber cette paternité, afin que cette dame recouvre ses droits, donc elle sera la seule à disposer, à décider pour sa fille. Donc la procédure est en cours au niveau de Paris. Bah, bravo, bravo, Voilà. parce que c'est quand même pas rien cette histoire de paternité de complaisance, c'est fou. Alors, c'est un outil très, très facile à utiliser et largement utilisé. Je vous dis, j'en ai vu des femmes aujourd'hui qui avaient de la carte de 10 ans, qu'on découpe la carte parce qu'on les appelle en plus pour avoir accès à ce type de séjour. Ils utilisent des manières, des méthodes assez frauduleuses. Par exemple, on peut faire une convocation à la CAF en disant, voilà, vous venez ça, étant donné dès que vous arrivez, on va vous prendre la carte et la découper. Donc, je vais laisser le témoignage à Madame Ba. Il y a mille et une situations que j'aurais pu vous présenter avec plaisir et j'aurais aimé surtout que ces bénéficiaires présentent les situations. Merci à vous.